Merci beaucoup, Sébastien. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? J'aime pas beaucoup les micros. En tout cas, je vais essayer de faire mon pitch de la bonne façon. Je travaille chez MapGears depuis plusieurs années, comme on vous le disait. Euh, cette entreprise MapGears a travaillé euh, plusieurs années à développer des composantes open source, principalement cartographie, en fait, exclusivement cartographie. Et au fil des années, bon, on a commencé à évoluer un petit peu dans notre offre. Donc, on est passé d'un mode très orienté service un peu plus vers un mode produit. Puis, c'est principalement ça que je vais vous présenter aujourd'hui. La, la mission vraiment qu'on s'est donnée lorsqu'on a démarré un peu à réfléchir à ce qu'on voulait faire, c'est évidemment rester dans le créneau avec le type de client qu'on avait. C'était vraiment de pouvoir offrir une solution dans le cloud à supporter nos clients principalement et à développer des fonctionnalités pour les clients qu'on avait depuis plusieurs années. Donc, ça s'est vraiment focusé sur une plateforme. Ça change tout seul. J'espère que ça ne me causera pas de problème. Ça a été, bon, focus, comme je disais, 15 années d'expérience à faire de la cartographie web. Je ne sais pas si tu. En tout cas, c'est pas grave. Je vais jouer avec. Faut même dire. Donc, 15 années, comme je disais, à faire de la cartographie web. On développe et on contribue encore à différents composants d'open source, MapServer, OpenAIRS, GDAL. OpenAIRS est une composante pour faire des cartes sur le web principalement. GDAL est un outil qui est vraiment dédié à faire des transformations. Vous connaissez FME. GDAL est un peu un outil qui ressemble beaucoup, mais c'est plus en mode script. Et puis, GDAL va vraiment travailler un peu plus sous le capot. Euh, c'est aussi une composante qui est utilisée par plusieurs logiciels commerciaux. Généralement, c'est très, très populaire. On a aussi, évidemment, et ça, c'est quelque chose qu'on a chez nous qui est très important. On a des contributeurs et des connaissances, nos réseaux de contacts un peu partout à travers le monde qui travaillent au développement de ces technologies-là. Et c'est un actif qu'on a chez nous qui est très intéressant parce que quand on n'a pas l'expertise pour faire avancer certaines fonctionnalités, on se retourne vers nos amis, puis à ce moment-là, on peut vraiment un peu dépasser les limites des technologies. Lorsque nos travaux à développer les produits ont commencé, c'est vraiment par rapport au fait qu'il y avait de plus en plus d'objets qui étaient connectés, des outils, des devices GPS, donc des petits appareils qu'on met dans les voitures principalement ou dans les camions et des appareils cellulaires. Donc, tout ce qui peut être connecté sur le terrain et qu'on veut voir en temps réel, c'est vraiment là qu'on a commencé à monter la plateforme et c'est sur ça qu'on focus principalement. C'est un défi important de se connecter à des utilisateurs en temps réel. Ça bouge constamment. Il faut toujours optimiser les choses. Donc, c'est vraiment un défi qui nous intéressait. Et c'est là que le développement de la plateforme a commencé. La plateforme, comme elle se présente, principalement une bibliothèque de ressources qu'on va utiliser et qui, au départ, n'est pas désignée pour des gens qui ont vraiment aucune connaissance. Quelqu'un qui a un peu de connaissance technique va s'y retrouver très facilement. Ça a été fait pour que ce soit le plus simple possible d'avancer, de monter une application et pouvoir la diffuser directement. L'outil est flexible. Ce qu'on voulait, c'était évidemment aider certains utilisateurs à pouvoir se monter eux-mêmes une carte, de pouvoir faire des filtres, qu'ils soient spatiaux, descriptifs, le plus flexible possible. Le résultat est intéressant et parfois, bon, c'est pas toujours hyper sexy. L'objectif, c'est évidemment, on travaille pour des entreprises, des organisations qui veulent justement se faire aider dans leurs opérations tous les jours. Donc, on les aide vraiment à ce niveau-là. On a travaillé très fort aussi à faire en sorte que les cartes puissent être connectées à des graphiques et connectées à des tableaux où on voit de l'information descriptive et que tout ça soit connecté ensemble. Donc, c'est les cross-filters qu'on appelle. Donc, que ce soit sur la carte, que ce soit sur le graphique, ben à ce moment-là, on peut filtrer le data et faire ressortir différentes informations. Ici, c'est un exemple de l'Université de Montréal, laboratoire d'histoire qui est client chez nous depuis plusieurs années. On a aussi travaillé dernièrement à faire en sorte qu'on peut
customiser plus facilement les écrans. Donc, le data est transformé avec des patterns d'affichage. Et on peut par la suite aussi faire en sorte de faire ouvrir différentes fenêtres. Comme là, dans ce cas-ci, c'est des graphiques, tout simplement, avec de l'interaction qu'on a ajoutée pour voir le data. Donc, tout ça est configuré, si on veut, directement dans l'interface, avec un peu de programmation, évidemment, mais c'est relativement simple. Il s'agit de s'y mettre. Puis, on est capable de monter des applications de ce type-là. Un autre cas ici d'utilisation, c'est le dynamisme. Le temps réel nous a demandé d'être capable de présenter l'information le plus facilement possible sur la carte et en temps réel. Donc, à ce moment-là, ici, c'est un cas, ne fait que calculer les informations qu'il trouve dans une fence qu'on dessine et puis on présente l'information directement à l'écran. C'est un exemple, mais ça montre un petit peu l'intérêt de travailler avec la plateforme. Les points les plus importants pour nous, c'est vraiment centraliser l'information dans le cloud. Ça, c'est un point qu'on voulait principalement faire en partant. Rendre l'information accessible le plus facilement possible. Ça, c'est encore un défi de tous les jours. Les écrans n'arrêtent pas de changer. Les tablettes, les nouvelles applications, donc il faut toujours rester up-to-date à ce niveau-là. Évidemment, partager l'application, que ce soit dans une entreprise ou avec le public, c'est souvent le défi numéro un là, qui nous est demandé. Les compatibilités avec différents formats de données, ça c'est un point très important qu'il fallait supporter. Mais notre expertise, comme j'expliquais tout à l'heure avec les librairies open source GDAL, entre autres, ça devient très facilitant. On a juste besoin de connecter la librairie et on y a accès à tout. Évidemment, une gestion de permissions pour l'accès du système, je vais y revenir. Dans les solutions qu'on met de l'avant, j'en ai exposé 3 ici dans cette acétate-là. Il y en a une quatrième, c'est-à-dire que j'en parlerai pas aujourd'hui. Pour les trails, les sentiers motoneige principalement, on a une stack qui est dédiée pour les gestionnaires de sentiers motoneige. On couvre tout le Canada, États-Unis aussi, donc on est très bien implanté. Mais principalement, donc, on a la plateforme de web dédiée qui est utilisée, Aziz. Des solutions sur mesure, on en fait beaucoup. Donc, on se sert de la plateforme technologique et on développe une application vraiment pour le besoin d'une entreprise. Et les conditions routières, ça, c'est plus orienté vers peut-être le municipal, peut-être qu'il pourrait toucher un petit peu plus le monde ici. On commence à travailler avec des municipalités pour vraiment faire des choses très, très simples, rien de compliqué, savoir où sont les véhicules, savoir, par exemple, dans ce cas-ci, l'exemple que je vais vous montrer, c'est suivre le statut de déneigement dans une municipalité de petite envergure. En gros, on a la partie principale qui se trouve être la bibliothèque. Juxtaposé à ça, on a évidemment les permissions, donc des groupes d'utilisateurs, des droits, des privilèges aussi. Donc, certains utilisateurs peuvent voir des données, peuvent importer du data, d'autres non. On va avoir la possibilité de faire des cartes. On va avoir la possibilité de faire des rapports, de pouvoir les importer. Les rapports, on les fait avec Jaspersoft, qui est une composante open source que vous pouvez installer, c'est gratuit. Vous pouvez monter votre rapport. L'outil Jaspersoft, super flexible, très puissant, un peu compliqué à apprendre. Par exemple, c'est un peu technique, mais c'est très, très puissant. Ensuite de ça, on va voir évidemment les outputs, les sorties donc des applications ou des tableaux de bord interactifs. La partie de l'importation de données, on supporte, comme je disais, beaucoup de formats, la majorité. Les principaux CSV. En passant, CSV, c'est un fichier d'adresse. On peut connecter un géocodeur pour géocoder l'information directement. Le gouvernement du Québec en a un qu'on supporte pour certains clients. Mais bon, c'est compliqué, on ne peut pas géocoder des gros fichiers, donc on ne l'utilise pas vraiment. On utilise par exemple le service de EarMap, qui permet de géocoder l'information, stocker l'information dans une base de données pour réutilisation. D'autres services sont utilisables, mais un peu plus compliqués, certaines restrictions de licence, il faut faire attention. Mais c'est possible de le faire. Shapefile, évidemment, MapInfo, GPX, KML, GDB, les principaux formats, donc on les prend, on les importe et ils sont directement utilisables. Les fichiers importés deviennent une source de données dans une base de données interne. Donc, ce n'est plus un shapefile qu'on édite ou qu'on voit, c'est vraiment importé dans une base de données spatiale qui est dans le système. La base de données, c'est PostgreSQL. Qu'est-ce qu'il y a à dire à part ça? C'est pas mal ça. Fichiers matriciels aussi. Les rasters,
peu importe le format, on va les prendre et les importer. L'idéal, c'est de les optimiser le plus possible. Un GeoTIFF, ça peut être très gros, donc il faut le compresser, le trimer, le rendre vraiment consultable avec une bonne compression. Ça va être essentiel de le faire. Les services connectés, on supporte majoritairement tous les services WMS, TMS, XYZ, les tables internes qu'on peut connecter, les services commerciaux, Bing, Ear, Google, Mapbox, Carto, Viserie, n'importe quel type de carte qui est sur le web, on la connecte. On a aussi une option pour faire du LiDAR qui est en bêta, qu'on utilise rarement, mais qui est faite. Il y a une option pour connecter des fichiers qui viennent de sources externes comme, je ne sais pas moi, un URL d'une donnée ouverte, par exemple. On peut le synchroniser automatiquement. La bibliothèque, comme je le disais, vous permet d'importer des données. Par la suite, on peut consulter l'information, on peut ajouter des champs directement dans l'interface, on peut faire un peu de métadonnées, on peut les exporter, on peut gérer les permissions, on peut faire les éléments, les principaux éléments. On peut aussi gérer à quel groupe d'utilisateurs on veut permettre de partager certains jeux de données. Donc, tout ça, c'est très flexible et intéressant. On a la partie de pouvoir gérer les permissions, comme je le disais, c'est un élément qui est vraiment important. La majorité du temps, en fait, c'est dès le départ, c'est ce qu'on nous demandait de faire des cartes, oui, mais on a certaines cartes que certains utilisateurs pourront voir certains layers et d'autres non. Donc, ça, c'est arrivé dès le début. Donc, par exemple, vous avez une carte à 5 layers. 2 layers sont très spécifiques à un petit groupe d'utilisateurs. C'est seulement ce groupe-là qui va les voir. Les autres ne le verront pas. Donc, on n'est pas obligé de faire plusieurs cartes différentes pour différents besoins. On a juste besoin de gérer les permissions et le système va s'occuper de faire le reste. LDAP, évidemment. Donc, si vous avez déjà une très, très grosse organisation, on peut connecter LDAP. Ça, c'est plus pour les clients, les plus gros clients qui vont installer la stack, la plateforme directement dans leur infrastructure. Faire la carte est un processus qu'on fait présentement. On essaie de le garder le plus simple possible. Donc, on drague des data sources dans la carte. On peut changer la thématique d'affichage du fichier, du layer. On a certaines options disponibles dans l'interface. Lorsque ça ne fait pas, on a une option supplémentaire qu'on peut scripter l'affichage. Donc, quand on a une thématique plus complexe à faire, avec plusieurs étiquettes, par exemple, ou ça peut être très varié, à ce moment-là, on peut vraiment les scripter soi-même, le comportement qu'on va avoir. Évidemment, comme je vous le disais, on vient d'un monde où on travaille avec MapServer, GDAL, PostgreSQL. Donc, ce qui est en dessous, c'est MapServer, qui est une composante cartographique open source. Fait que le script se fait en MapServer, donc dans l'interface. C'est un script qui est relativement facile à apprendre. Les formulaires, c'est aussi quelque chose qui est arrivé dès le départ. C'était qu'on voulait être capable de modifier ou d'ajouter du data dans des sources de données qu'on créait sur la carte. Donc, on crée les formulaires pour faire ça. C'est assez simple. On apporte un jeu de données, on ajoute un formulaire, puis on est capable d'éditer du data sur la carte directement en faisant un formulaire. Donc, on a différents types de formulaires qu'on peut créer avec différentes options. Certains sont super simples, d'autres sont vraiment plus compliqués. On peut merger 2 polygones, 2 lignes. On peut couper une ligne, couper un polygone. On peut numériser avec le snapping. On peut faire pas mal de choses. Donc, ça, c'est les capacités d'OpenLayer qui sont disponibles pour tous les développeurs, pour tout type d'applications. On les a simplement exposées et on les a inclus dans l'outil. On a eu des demandes, entre autres, on a un de nos clients qui nous avait demandé de pouvoir dessiner des polygones temporaires sur la carte. C'est une contribution qu'on a faite à OpenLayer. Donc, c'est des fonctionnalités qu'on ajoute comme ça dans la bibliothèque OpenLayer. Les traitements, c'est aussi une option qui est possible. Donc, vous connaissez peut-être les bases de données. On peut faire des vues. Les traitements, c'est un traitement dynamique. Donc, on peut, par exemple, choisir un data source, faire un buffer. Par exemple, on peut concaténer des champs. On peut faire des jointures spatiales, jointures ordinaires. On peut faire un paquet de traitements intéressants, très rapides. Moi, personnellement, ça m'a coupé beaucoup de travail, donc j'ai plus besoin de m'aller tout le temps sur les serveurs, faire des vues. Là, je suis capable de faire les principaux traitements directement sur la plateforme sans avoir besoin d'aller sous le capot. C'est très, très pratique. Les applications, comme je disais, c'est les outputs principaux qu'on fait. On a différents types de contrôles qu'on ajoute quand on en a besoin.
Ça, c'est un exemple ici qui est super simple. C'est un formulaire qui est créé avec le data qu'on est disponible, puis on peut naviguer dans la carte, faire des filtres et avoir accès à l'information. C'est rien de très compliqué, mais c'est très utile lorsque vient le temps de communiquer ou monter un projet très rapidement. Souvent, on en a des clients chez nous qui vont, par exemple, à l'UQAM, vont faire des projets très jetables. Ils vont monter une application qui va peut-être durer 2 mois. Ils vont l'acheter, ils vont en faire une nouvelle. Donc, c'est vraiment un cycle qui est en constante évolution. Les applications, bon, comme je disais, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont déjà disponibles. On ne fait que les sélectionner. On peut faire un peu de CSS. On peut injecter du JavaScript. Donc, ceux qui sont habiles puis qui peuvent coder, donc ils peuvent modifier le comportement de l'application en ajoutant du JavaScript directement dans l'interface. C'est un exemple ici d'application. Ça, c'est la CMM. Lorsqu'il y a eu des inondations, ils voulaient absolument publier l'information. Il y avait beaucoup de photos qui ont faites lors des inondations et ils voulaient publier le plus rapidement possible leurs photos. Évidemment, ils ont fait des photos avec un hélicoptère, puis en tout cas, ils ont attaché une caméra sur un 2x4, puis ils ont pris des photos. Mais ils voulaient quand même les publier le plus rapidement possible. C'est un exemple, ça a été très rapide à faire. On a travaillé avec la fille qui fait le développement à la CMM, et puis on a sorti l'application très rapidement. C'était super intéressant. Les défis qu'on avait eus, c'était vraiment de voir est-ce qu'on est capable de faire très rapidement avec leur serveur. Et ça a bien fonctionné, on était capable de le faire. Donc, c'est un exemple intéressant. Les rapports, comme je le disais, super flexible cet outil-là qui s'appelle Jaspersoft. Très puissant. Il se connecte à toutes les bases de données existantes, que ce soit des fichiers XML, des fichiers de bases de données, des Oracle, MySQL, PostgreSQL, peu importe, on peut se connecter, monter un rapport très rapidement, c'est très puissant. Et le rapport, on peut l'importer directement dans la plateforme. Donc, lorsqu'on a des utilisateurs qui sont plus techniques, qui sont capables de se faire eux-mêmes le rapport, c'est très, très utile. L'actif en temps réel, c'est un incontournable chez nous, évidemment. On a la possibilité de pouvoir connecter des devices, comme je le disais, des GPS qui sont dans les camions ou dans les véhicules. Et on a une série de fonctionnalités de base, des alertes, des notifications. On peut connecter soit au réseau mobile ou soit par satellite. Comme je le disais tantôt, les motoneiges sont connectés par satellite. Donc, peu importe où ils vont, lorsqu'ils sont, comme à Saskatchewan, ils sont très loin au nord, ben, il n'y a pas de problème. On peut quand même les suivre sans problème. D'un aspect sécurité, c'est super important. L'historique des déplacements aussi, c'est très utile. Donc, on peut voir vraiment tous les déplacements qu'il y a eu dans différentes périodes. On va y avoir accès, évidemment, soit dans un compte dans le cloud, et plus qu'on a d'appareils connectés, plus on monte le prix. Donc, ça va au nombre d'appareils. On offre la solution dans le cloud, donc c'est des paiements mensuels. Certains utilisateurs, plus on utilise de ressources, bon, plus le prix va monter. C'est vraiment basé sur le nombre de fois que des applications sont chargées. Et l'achat de la licence, évidemment, qui peut se faire directement dans les plus grosses organisations. Je vais passer par-dessus ça. Je vais passer rapidement sur les cas d'utilisation parce qu'il me reste 10 minutes. Non, il n'a pas compris. Déneigement, comme je disais, Blacksburg, c'est une petite municipalité aux États-Unis. On travaille avec eux. On a surtout fait du développement beaucoup avec eux. Ils ont une 75 appareils connectés. C'est surtout eux le gros défi. Il y a peut-être 3 tempêtes dans l'année. Il tombe un pied de neige, même pas. C'est pas beaucoup, mais c'est la panique. Donc, la panique. Donc, il y a des problèmes, les gens se plaignent quand est-ce que la garde va passer. Donc, avec l'outil maintenant, ils sont capables de remonter dans le temps. Ils savent exactement quand est-ce que la garde a passé. Ils ont un suivi qui est très pointu à ce niveau-là. Donc, pour ce qui est des plaintes, ils ont éliminé tous les problèmes. Et aussi, le directeur de la ville, maintenant, il sait exactement ce qui se passe dans sa municipalité. Il sait que tout le monde sont où. C'était le principal objectif qu'il voulait avoir chez lui en partant. SOS Hydro, station météo connectée. Hydro-Météo, qui est une organisation qui est à Joliette, que certains connaissent ici, je suis convaincu. Si peut-être même client chez vous, je ne sais pas. Vous êtes peut-être client d'Hydro-Météo. On travaille avec eux depuis le tout début. Donc, les composants de plateforme sont sous le capot et évidemment utilisés dans leur tableau de bord. Donc, c'est principalement des stations hydriques connectées. Un autre exemple ici de solution sur mesure, super cool celui-là, c'est des vidéos géoréférencées, donc c'est des hélicoptères qui font l'inspection des lignes d'hydro. Et c'est pas hydro ici, c'est à Calgary celui-là.
Linewise, une petite organisation à Calgary. Et eux, ils font plusieurs vols d'inspection. Donc, on vole et on diffuse des tonnes de données sur le web. Tout ça est connecté dans Vimeo. Donc, on branche des vidéos Vimeo avec le GPX qui vient de l'hélicoptère et puis on connecte les deux ensemble. Donc, c'est très, très, très utile pour diffuser l'information. UQAM, le cas que je vous parlais tantôt, le laboratoire d'histoire qui utilise les cartes principalement pour ses chercheurs, ses étudiants, les archéologues. Remabec, le monde forestier vont l'utiliser dans tous les cas, tracking et saisie de données. Rio Tinto, avec qui on travaille aussi, simplement pour savoir ce qui se passe, puis s'assurer qu'il n'y aura pas de gap et que l'information, que l'aluminium liquide va pouvoir transiter entre les usines rapidement. 911 aussi, on travaille avec Coca, que certains connaissent peut-être ici, j'imagine. Donc, toute la carto qui est dans le système de réponse de 911 pour les incendies sont supportés par la plateforme. Donc, encore une fois, c'est du data live, les appels qui rentrent, qui sont placés sur les cartes. Le positionnement GPX, dans leur cas, on ne le fait pas parce qu'ils n'avaient pas de besoin, mais toujours possible. C'est pas mal ça. Donc, j'ai essayé de vous brosser un peu l'ensemble des fonctionnalités qu'on a dans la plateforme. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de stock dans cette plateforme-là. Mais si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, ça va me trouver, c'est facile, juste à côté. Ici, kiosque numéro 9. Merci, Simon. Est-ce qu'on aurait des questions pour Simon? Je suis comme pas chanceux un matin, personne ne pose de questions. Mais j'en ai une question. Si, mettons, un client utilise ta plateforme, puis qu'il y a des solutions sur mesure à mettre en place, est-ce qu'il a accès à l'environnement de développement de la plateforme ou il doit faire affaire avec MapGear pour personnaliser des nouvelles fonctionnalités? Généralement, faire affaire avec nous. C'est pas qu'on ne veut pas, l'environnement n'est pas fermé, c'est juste ça prend du temps avant d'acquérir toute l'information. Par contre, tout est exposé en API. Donc, il y a des devs comme Linewise, il y a un développeur qui est à Calgary, lui, il travaille juste avec les API de la plateforme. Il connecte, il a fait ses pages lui-même de monitoring, de chargement avec les API. Donc, l'API est toujours là pour être capable de développer des applications, mais c'est sûr que ça va être plus rapide pour nous autres de faire le développement. C'est souvent le type de client qu'on a, ça va être la rapidité. Donc, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les ressources, ils veulent aller le plus vite possible. Donc, on va faire le développement sur mesure pour répondre le plus efficacement. C'est un contexte qui est un peu comme ça. Coca, par exemple, c'est un exemple. Eux, des développeurs là-bas, ils ont accès à toute la stack et puis ils peuvent développer chez eux. Il y a des sols qui est comme ça chez nous. La formation sur des outils open source? On fait du coaching, oui. Généralement, comment on procède, c'est des formations plus personnalisées sur mesure. On veut vraiment cibler exactement c'est quoi ton objectif. On fait la formation, on va la préparer d'avance. Puis après ça, on se garde toujours une banque d'heures par chaque jour. Donc, si tu fais une journée, ben, on va se garder une banque d'heures et puis on va t'assister. On va vraiment partir des fois directement du projet. Oui, on le fait. C'est souvent très orienté dans la direction de où, par exemple, le client va vouloir aller. Mais des formations ouvertes comme ça, par exemple avec QGIS ou on ne m'appelle pas souvent pour me demander une formation QGIS. Ben, on l'utilise à tour de bras, on connaît beaucoup d'utilisateurs, on connaît même des développeurs. On a accès à du matériel de formation si on veut, mais on a peu de gens qui nous appellent pour ce faire. Peut-être s'il y avait plus d'utilisateurs QGIS, il y aurait peut-être une firme ici au Québec qui pourrait s'occuper de. On fait la formation QGIS, on est spécialisé, puis on a un service professionnel. Si tu m'appelles demain matin pour avoir un service professionnel sur QGIS, je le connais par cœur, mais je ne te donnerai pas de service professionnel. C'est pas dans ma business. Mais je dirais juste qu'il y ait plus de demandes. C'est juste une question de demande. S'il n'y en a pas assez, il n'y a pas d'offre. Merci beaucoup.